On va passer à la dernière présentation, qui est celle du directeur administratif de la recherche, Sylvain Bernier. Sylvain, il fait son doctorat à l'ENAP en administration publique. Ensuite, il s'est joint au CHUS où il a agi comme directeur adjoint de la direction de qualité, évaluation de qualité des soins. Et il a joué un rôle très important dans le repositionnement de l'UEMIS, l'unité d'évaluation des technologies et modes d'intervention en santé, pour soutenir la prise de décision par les gestionnaires de centres. Il a aussi coordonné la révision de modes de suivi de la performance organisationnelle par l'équipe de direction de CHUS. Au cours de sa carrière, Sylvain a occupé des postes de consultant spécialisés en planification stratégique, suivi et évaluation des interventions publiques et de professeur adjoint au département des sciences de santé communautaire de l'Université de Sherbrooke. Je suis très content que, en fin de compte, Sylvain, il a une très grande motivation et intérêt pour l'amélioration des pratiques de pointe et aussi le transfert de connaissances. En fin de compte, François Lamontagne, qui est le nouveau directeur de notre unité de recherche clinique et épidémiologique et qui a aussi un grand intérêt pour le transfert des connaissances, m'a indiqué qu'il était excessivement impressionné par l'enthousiasme et l'énergie que Sylvain veut apporter à une collaboration entre le centre de recherche et sa direction pour l'implantation des stratégies de transfert de connaissances. Effectivement, une de nos priorités pour le centre de recherche dans le plan stratégique, c'est la meilleure intégration de la recherche dans l'établissement. Et d'ailleurs, quand on a eu notre évaluation externe par la FRQS, on nous a dit que notre plan était parmi les plus agressifs en termes de transfert des connaissances et intégration de la recherche en milieu hospitalier. Alors, je pense que nous avons tous les éléments en place pour favoriser cette intégration et c'est sûr que Sylvain va jouer un rôle très important pour assurer le succès de cette entreprise. Sylvain, merci de nous faire votre présentation. Merci, Dr. Fraser. Je dois vous dire d'abord que c'est avec beaucoup d'humilité que je me présente devant vous aujourd'hui pour venir vous parler, dans le fond, de la création de la direction administrative de la recherche. Ce matin, on a eu droit, dans le fond, à un historique du CHUS avec les gens qui ont contribué à en faire ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on a vu toutes sortes d'améliorations qui ont été apportées au cours des années, un modèle qui a évolué pour en faire l'organisation qu'on connaît aujourd'hui. Alors, oui, c'est impressionnant, dans le fond, d'arriver, puis de moi aussi, avec Bill, essayer de faire en sorte qu'on puisse continuer, dans le fond, à collaborer ensemble pour améliorer le CHUS. Et puis, je regardais les gens ce matin et je me disais que ça serait le fun qu'on puisse revenir, nous aussi, dans une quinzaine d'années, puis dire qu'on a placé une nouvelle pierre dans l'édifice de la recherche ici. Alors, je vais essayer d'être bref, vous présenter de façon très générale un petit peu. D'abord, pourquoi on met en place une direction administrative de la recherche. Donc, qu'est-ce que c'est, pourquoi on le fait. C'est quoi les deux mandats de la direction administrative de la recherche, parce que c'est un peu comme ça qu'on l'a conçu dès le départ, puis que c'est en train de s'actualiser dans la mise en place de la direction. Donc, deux mandats, puis évidemment, on mise sur la co-gestion. Puis je vais vous expliquer un petit peu, dans le fond, comment on le voit, comment on voit l'intégration des différentes parties prenantes de la recherche, puis des soins à l'intérieur de ce nouveau modèle-là. Donc, pourquoi une direction administrative de la recherche? Bien évidemment, avec le projet de loi 10, on est passé de 14 établissements à un seul établissement, comme disait Mme Gauthier. Donc, 14 établissements dans lesquels, évidemment, on avait des points d'ancrage forts en recherche.
le CHUS, on avait le Centre de recherche sur le vieillissement. Mme Gauthier disait qu'au 1er avril aussi, on avait avec nous l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres cellules de recherche, dans le fond, qui parsèment notre territoire. Alors, on a des gens qui font de la recherche en cardio puis en médecine interne à Granby. On a des gens au CRDITED qui font de la recherche. On a des gens au centre jeunesse, au centre de réadaptation. Alors, il y a quand même sur l'ensemble de notre territoire passablement de recherche, mais évidemment que c'était concentré historiquement sur 2 établissements, donc le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et l'Institut universitaire, le C3S UGS. Donc, on avait cette situation-là, et puis il fallait voir comment on allait arriver à arrimer tout ça ensemble, faire en sorte, dans le fond, qu'on puisse optimiser nos façons de faire, mais surtout faire en sorte que la mission universitaire ne soit pas concentrée ou reste pas concentrée seulement sur 2 établissements, mais qu'on puisse faire en sorte que dans nos 14 installations, maintenant, dans le fond, on puisse profiter de l'intégration de la recherche puis de la mission universitaire. Alors là, après toutes les présentations qui ont été faites, tous les organigrammes, moi, je vous fais part de ma petite formule, ma petite équation, dans le fond, qui vient, dans le fond, chercher la moitié du mandat qu'on va avoir à accomplir. On parle de centralisation des ressources ou mise en commun des ressources. Donc, au niveau administratif, dans chacun des points de recherche, on avait des gens qui s'occupaient du soutien au niveau RH, au niveau finance, au niveau communication. Là, ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est comment on va pouvoir mettre en commun ces ressources-là, standardiser et optimiser les processus administratifs pour faire en sorte qu'éventuellement, on puisse avoir plus de ressources pour la science. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait une optimisation du soutien administratif à la recherche, puis qu'on puisse libérer davantage de moyens pour les chercheurs, pour le transfert de connaissances, pour l'intégration dans le clinique. Donc, 2 mandats. Le premier, je viens d'en parler, soutien administratif à la recherche. Donc, oui, mise en commun des ressources des personnes, dans le fond, qui gèrent les ressources financières, humaines, informationnelles, technologiques, communication et juridique. Donc ça, c'est un premier volet qui est beaucoup occupé par Stéphanie McMahon, dont le Dr. Fauza a parlé avec beaucoup d'éloges. Donc oui, on est très content de l'avoir avec nous. C'est elle qui va coordonner, dans le fond, la mise en place de ces nouvelles structures-là et aussi qui va coordonner le soutien au comité d'éthique de la recherche. Donc on a toujours 2 comités d'éthique de la recherche, un au CHU et un au C3S et UGS. On avait là aussi 2 équipes en soutien. Donc on va essayer de voir comment on peut optimiser les façons de faire de ces 2 équipes-là pour être capable de libérer des ressources pour encore améliorer nos transferts de connaissances puis aller vers la science. Quelques principes directeurs. En fait, on a eu une discussion en début de semaine, Bill et moi, puis j'ai trouvé ça intéressant, puis je voulais vous le ramener aujourd'hui parce que je trouvais que ça mettait la base un peu, dans le fond, là, de la collaboration qui est à venir entre la direction administrative de la recherche puis les directeurs scientifiques. Donc, on se disait que la valeur, dans le fond, ça se créait sur le terrain. Ça, c'est un principe qu'on a adopté rapidement au CIUS de l'Estrichus. La valeur, elle se crée dans les opérations. Fait que quand on parle de soutien administratif, bien évidemment, c'est un soutien qui ne crée pas nécessairement de valeur en soi, mais qui va soutenir les gens qui, eux, créent de la valeur. Donc ici, c'est les chercheurs qui créent de la valeur, c'est les chercheurs qui génèrent de la connaissance. On a aussi les équipes, dans le fond, qui vont faire le transfert de connaissances vers le clinique, qui génèrent aussi de la valeur. Mais évidemment, l'équipe de soutien administratif vient soutenir des gens qui ont cette fonction-là. Donc, il faut bien départager les 2 rôles. Il faut aussi avoir des services de proximité et d'accessibilité, des services accessibles. Donc ça, c'est l'autre principe sur lequel, dans le fond, on s'entend très bien. Évidemment, l'idée, c'est pas de prendre les gens qui sont dans les différents points de service puis les rapatrier, c'est plutôt de les laisser sur le terrain. Donc, si ça peut vous rassurer, moi, quand on m'a demandé de faire le listing des bureaux que je voulais avoir à l'édifice Norton avec l'ensemble de la direction générale, ça se limitait à 2. Le mien puis celui de Stéphanie McMahon, donc la directrice adjointe. Ce qui fait que les gens vont rester sur le terrain, ils vont demeurer accessibles, ils vont pouvoir continuer à livrer les services dans les installations. Puis il y a toute une question aussi de lien hiérarchique versus fonctionnel qui reste à définir. De façon générale, donc, pour le soutien administratif à la recherche, on se dit que le lien était fonctionnel avec les directeurs scientifiques et avec les chercheurs. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est les chercheurs et les directions scientifiques qui vont dire aux gens du soutien administratif sur quoi ils travaillent. Par contre, le lien hiérarchique, lui, de ce personnel-là, passe par la direction administrative de la recherche. Puis ces gens-là sont toujours rattachés à leur direction d'origine dans le CIUS de l'Estrichus pour s'assurer que les cadres de l'établissement puissent être respectés dans les centres de recherche. Donc, le lien hiérarchique de ces gens-là demeure avec la barre. Donc, vous leur dites sur quoi travailler, puis nous autres, on va leur dire comment le faire.
Double mandat, donc, le deuxième mandat de la direction administrative de la recherche, c'est l'intégration de la mission universitaire dans les trajectoires de soins et services. Madame Gauthier vous en parlait, on a tout un projet transformationnel, dans le fond, au niveau de l'organisation. Donc, il y a 6 projets porteurs. Un de ceux-là, c'est l'intégration de la mission universitaire dans les trajectoires de soins et services. Donc, il y a plusieurs volets à la mission universitaire, vous les connaissez sans doute, donc recherche, évaluation des technologies, mode d'intervention, le courtage, transfert de connaissances, les pratiques de pointe, l'évaluement et l'enseignement, qui ne figure pas parmi les points que j'ai énumérés ici, parce que l'enseignement est resté dans le CIUS de l'Estrichus avec la direction des ressources humaines et des affaires juridiques et communications. Donc, évidemment, il y a plusieurs façons de faire en sorte qu'on intègre, si on veut, juste une minute. Oui, donc, qu'on intègre la mission universitaire. Pour ce qui est du volet recherche, de façon générale, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut que les opportunités qui sont offertes par le nouvel établissement, donc là, on a un territoire agrandi, on a un bassin plus grand, on a des points de recherche à certains endroits dans le territoire. Donc, les possibilités qui vont être offertes par ce nouvel établissement-là, il faut que ça contribue à la performance des centres. Donc, on parlait de l'évaluation FRQS dans 3 ans et demi ou 4 ans qui s'en vient. Bien, il faut que les nouvelles opportunités puissent faire en sorte que les centres ressortent encore plus forts dans 4 ans à l'évaluation. D'un autre côté, par contre, il faut aussi que la mission universitaire, donc les chercheurs, contribuent à la performance de l'établissement. C'est vraiment du donnant-donnant. Donc, on souhaite que la recherche puisse améliorer la sécurité, la qualité des soins et leur accessibilité. C'est le pari qu'on fait dans le fond, qu'en mettant ensemble, en cogestion, le scientifique et l'administratif, qu'on puisse arriver plus facilement à avoir cet échange-là. Donc, pour ça, il va falloir que les gestionnaires, dans le fond, et le personnel de l'établissement, ils s'approprient la mission universitaire du nouvel établissement. Parce que, bon, déjà qu'ici, au CHU puis au C3S UGS, il y avait une culture universitaire dans ces établissements-là, mais on sait que cette culture-là peut être pas nécessairement présente dans l'ensemble des 14 installations qu'on va avoir maintenant. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'on puisse faire en sorte que les gens reconnaissent la plus-value de la mission universitaire, soient intéressés à participer à des projets de recherche, donc que ça ouvre les portes, si on veut, à la recherche. D'un autre côté, il va falloir aussi que les chercheurs, eux, s'intéressent aux enjeux cliniques. On en a vu plein d'exemples depuis ce matin. Évidemment, il y a toujours un continuum qui va du fondamental jusqu'au clinique. Mais ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est faire en sorte que les chercheurs qui font du clinique puissent continuer de s'intéresser aux problématiques qu'on vit sur le terrain, puis développer des programmations de recherche ou orienter la programmation de recherche pour être en mesure d'y répondre. L'UETMIS, rapidement, on a une UETMIS ici qui était principalement axée sur la santé. On avait au C3S, UGS, des ressources qui faisaient de l'UETMIS aussi en service social. Donc là, ce qu'on souhaite faire au cours des prochaines années pour rapprocher, dans le fond, l'évaluation, si on veut, du terrain, c'est créer une UETMIS unique qui aurait un continuum qui va de l'évaluation des technologies innovantes jusqu'à l'évaluation davantage axée sur les services sociaux ou une évaluation de programme. Donc, on est en train de voir comment on va structurer l'UETMIS pour être capable de faire ça. Évidemment, là, ça veut dire qu'on se rapproche beaucoup de la recherche, mais qu'on se rapproche beaucoup du terrain. Donc, on va venir être capable de combler cet écart-là qu'on a entre les deux. Il va y avoir aussi un service de courtage et transfert de connaissances, des courtiers de connaissances qui vont aider les directions cliniques, d'abord à identifier c'est quoi les problématiques qu'ils vivent, puis qui vont aller voir dans la littérature scientifique, mais aussi dans ce qui se fait dans les pratiques organisationnelles, pour revenir aux gestionnaires avec un portrait complet des alternatives ou des options qui se présentent à eux pour les soutenir dans la prise de décision. Il y a Jean Delisle qui est ici, là, avec qui on commence déjà à travailler, qui est directeur adjoint direction des services multi. On est déjà en train de voir comment on pourrait mettre en place une structure de courtage de connaissances qui serait vraiment au service du clinique. Finalement, les pratiques de pointe et le rayonnement. Donc, on a des pratiques de pointe qui sont en train de se développer à l'intérieur de nos murs. Comment on fait pour les identifier? Comment on fait pour les évaluer? Puis, éventuellement, comment on fait pour non seulement les standardiser à l'ensemble de notre établissement, l'ensemble du clinique de notre établissement, mais aussi sortir de nos murs pour faire en sorte que ces pratiques de pointe-là puissent aller aider d'autres organisations du réseau de la santé services sociaux. Finalement, troisième principe, là, si on veut miser sur la cogestion, en ce moment de la cogestion, on en trouve vraiment à tous les niveaux. Dans le fond, il y a déjà un partenariat solide qui a été établi entre la faculté de médecine et le CIUS de l'Estrichus, mais il ne faut pas oublier que dorénavant, avec notre mission élargie, on a plus simplement la faculté de médecine, il y a d'autres facultés aussi qui se joignent à nous. Donc là aussi, il faut adapter nos façons de faire, il faut adapter notre gouverne.
Il y a de la cogestion qui se fait entre les directeurs scientifiques et les directeurs administratifs. Il y a de la cogestion qui se fait entre les directeurs scientifiques et le directeur de la recherche, donc le directeur des ressources humaines et des affaires juridiques qui gère l'enseignement. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Puis ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place une structure de gouverne qui va avec cette réalité-là, où les principales parties prenantes sont représentées. Mme Gauthier en parlait précédemment. Donc, les défis à relever, dans le fond, pour les prochains mois, pour nous, on a déjà discuté entre directeur scientifique et directeur administratif, c'est vraiment, dans le fond, la séparation des fonctions administratives et scientifiques. Parce que pour l'instant, ce qu'on trouvait, c'était des centres de recherche où les deux fonctions étaient présentes. Évidemment, c'est pas tranché au couteau, mais déjà, on essaie de voir comment on est capable de retirer certaines fonctions administratives des centres de recherche pour les centraliser et essayer de faire en sorte qu'on les optimise. Ça, c'est le premier défi. Après ça, il y a une réorganisation administrative, mais scientifique aussi. Parce qu'évidemment, il faut rassembler ces équipes-là, il faut les aligner, mais il va falloir aussi au niveau scientifique, si on vient reprendre des activités d'ordre administratif, qu'il y ait un léger replacement pour voir comment l'organisation, comment les centres de recherche vont se déployer dans cette nouvelle réalité-là, comment eux vont utiliser cette plus-value-là. Évidemment, il y a l'arrimage avec les directions cliniques. Donc, oui, on veut bien développer de la science, on veut bien faire avancer la recherche, mais ce qu'on souhaite aussi aux Olestrichus, c'est que la recherche puisse être au service aussi des patients, puis ultimement améliorer, comme je disais tantôt, l'accessibilité aux soins, la sécurité des soins et la qualité des soins. Donc, je vous remercie pour votre attention.